Bonjour, bienvenue sur Leadershift, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Bingli, qui est le créateur de la société Organize.ch, ORGANIZ2.ch. Il est consultant, il est formateur, il est coach, et donc ça me fait plaisir de parler avec lui. Salut Alain. Salut Vincent. Euh, donc en fait, la raison pour laquelle on enregistre ce podcast ensemble, c'est parce que moi j'ai fait il y a quelques semaines un podcast sur le mythe du leader solitaire, et puis je crois que genre quelques semaines ou quelques jours avant, je sais plus, toi tu publies un article d'où vient la solitude du pouvoir. Puis je me dis tiens, ce serait une occasion de discuter ça ensemble. Oui, tout à fait. Et donc est-ce que je te laisse te présenter avec donc les 5 questions. Tout à fait que tu m'as posé. Donc la première, Voilà. c'est un échec cuisant. Alors, Ouais, alors je m'excuse déjà. Je m'excuse déjà parce que comme entrée en matière, je me suis aperçu après coup que c'était un peu violent parce qu'on connaît pas les gens. Puis alors, ouais, mon premier échec. Mais bon, voilà. non, mais en fait, j'ai trouvé que c'est une question qui est très intéressante parce que ça dépend de comment est-ce qu'on se positionne. Et puis, c'est vrai que dans cette notion de la solitude du pouvoir, on peut avoir des échecs. Alors, en fait, moi, je peux pas répondre à cette question parce que des échecs, j'en ai tout plein. Ma vie est jonchée d'échecs. Mais si je considère ça comme des échecs, je vais me culpabiliser très fortement. Par contre, en fait, pour moi, l'échec, c'est pas du tout un échec, c'est une expérience. Et des expériences, j'en ai fait beaucoup. Et ça me permet de m'améliorer, ça me permet d'avancer. Donc, je peux pas te donner un échec cuisant parce que j'ai Hmm. fait énormément d'expériences qui en fait m'ont permis d'être là où je suis. D'accord, pas de problème. Après, tu me posais la question de succès reconnu, puis là, je suis un petit peu là-dedans. Enfin, je suis un peu dans la même dynamique. C'est que pour moi, le succès, ça représente l'aboutissement de quelque chose, la fin de quelque chose. J'ai réussi un examen, j'ai réussi un concours. J'ai été musicien à l'époque et en fait, même si je réussissais un concours, même si je réussissais un examen, c'était jamais fini. Donc, c'était un succès qui était très temporaire parce que en fait, c'est une étape dans la vie. Donc, pour moi, là, le succès à part entière, il existerait peut-être pour moi sur certaines choses, mais ce serait encore de voir ce que les autres pensent. Puis comme je suis plutôt perfectionniste, puis que je suis dans l'amélioration continue, c'est un processus qui vit en permanence, ben c'est difficile de donner ça. Mais par contre, un exemple, c'est l'éducation de mon fils. J'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans prochainement, et puis je suis assez fier de succès de l'éducation que j'ai donné jusqu'à aujourd'hui, mais typiquement, il n'a que 5 ans, donc c'est il aura fini sa scolarité, qu'il sera sorti de l'école, que je pourrais dire, est-ce que vraiment c'est un succès? Mais pour l'instant, ça reste encore euh, une expérience qui se déroule au fil du temps. Ouais. Bon, bah par exemple, je sais que t'es coach ICF. Tout à fait, c'est ça, ouais. Ça c'est quand même quelque chose. Je veux dire, c'est pas simple. Deux, ça coûte de l'argent. Donc ça c'est quelque chose qui est reconnu par la profession. On sait que les coachs ICF, voilà, ils ont passé à travers tout un parcours. Donc moi, disons, personnellement, c'est vrai que c'est ce que j'appellerais un succès reconnu, par exemple, en termes professionnels. Hein. Ouais, alors tout à fait. Alors bon, j'en ai tout plein. J'ai fait, enfin, j'ai été musicien professionnel, donc ouais, ouais, j'en ai tout plein. Mais disons que pour moi, c'est pas des succès parce que même ma certification ICF aujourd'hui, eh bien, je dois la renouveler pour l'année prochaine. Ouais. Je dois refaire toute série d'examens, de formations pour ça. Donc voilà, c'est très aléatoire le succès. Mhm, mhm. Ouais, tout à fait. La troisième, 3 événements déterminants. Ouais, alors je pense que j'ai 51 ans hein, cette année. Je pense que la naissance de mon fils quand j'ai eu 46 ans, ça a été alors Mhm. un événement déterminant. Et puis en fait, ça m'a amené à mes 50 ans qui ont eu l'année passée, qui sont une étape de vie dans laquelle on peut se dire que voilà, bah maintenant on est sur la pente descendante. Et en fait, moi c'est plutôt le contraire, quoi. J'ai l'impression que c'est plutôt mes 50 ans c'était pour me dire allez, il te reste pas 15 ans, mais t'as encore 15 ans pour accomplir plein de choses. Donc ça, c'est des événements qui sont déterminants. Puis je dirais un troisième événement qui est déterminant, c'est ce que je vis maintenant en conscience. Maintenant, je suis avec toi, on est en train d'échanger sur une thématique, et ça, c'est quelque chose qui est un événement déterminant. Ouais. Mhm. Ouais, d'accord. 4 rencontres marquantes. Ouh là là, compliqué. Alors mon épouse déjà parce que elle fonctionne pas du tout comme moi. Puis heureusement pour elle et pour Ça moi, veut dire quoi, ça? Ouais, du coup. ben, ça veut dire qu'en fait, elle me renvoie des choses de moi que je peux ne pas aimer ou que je peux apprécier, etc. Donc, je trouve que c'est un très bon miroir. Ouais. Et puis, ben, de parcourir en fait, faire ce parcours avec une personne qui est pas comme toi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc ça, chaque jour en fait au quotidien, ça m'interpelle en fait
voir comment est-ce qu'on arrive à cheminer avec une personne. Et puis il y a une autre personne aussi, c'est mon fils, parce que alors mon fils, c'est comme tous les enfants, ceux qui comprennent ce que je veux dire, c'est vraiment tout ce qui me renvoie à moi-même, avec toute la spontanéité d'un enfant, etc. Puis tout ce qu'en fait on est obligé de revisiter en tant que valeur, en croyance qu'on peut avoir. Et du coup, ça me fait une autre personne, une autre rencontre marquante, c'est moi-même, parce que finalement, depuis que j'ai cet enfant, Bien vu. Ouais. eh ben, oui, il y a des choses que je ne voyais pas de la même manière sur moi-même auparavant. C'est marrant parce que je viens de faire un podcast cette semaine sur le feedback. Ouais, Et les gamins, ils ont pas besoin de le dire en fait. non, On le voit tout de suite le feedback en fait. C'est assez complètement, rigolo. ouais, tout à fait, ouais. Et puis, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, il y a un homme que j'ai rencontré, c'était à Taichung, à 200 km de Séoul, mais un homme tout près de chez nous, c'est Jean-Pascal Lamura. Ah ouais. Ouais, c'est assez rigolo parce qu'en fait, j'étais à l'époque musicien, j'avais été jouer pour une expo universelle, puis j'ai rencontré Jean-Pascal au pavillon suisse là-bas. Des croûtes au fromage, c'était très très sympa. On a discuté de plein de choses, et on a discuté notamment de mon grand-père avec qui il a fait de la politique. Et Jean-Pascal était lui de droite, hein, mon grand-père était de gauche. Et en fait, c'était des adversaires politiques, mais c'était vraiment des amis qui Ah, c'est génial ça. co-construisaient les projets. Et en fait, par rapport à la thématique aujourd'hui, en fait, ils étaient vraiment pas du tout dans cette dynamique-là. Ils étaient vraiment dans la co-construction avec la différence qui permettait de faire avancer les projets. Mm. Puis Excellent. sinon, il y a plein de personnes comme Armin Jordan, Michel Corbeau, enfin des chefs d'orchestre que j'ai rencontrés, qui avaient ce don extraordinaire de transmettre des messages et de faire passer des idées que je trouve vraiment passionnantes. D'accord. 5 adjectifs te décrivant professionnellement. Ouais, alors professionnellement. Mais en fait, c'est pas que professionnel, parce que en général, on est au travail ce qu'on est dans la vie privée. Alors moi, j'ai marqué persévérant, parce que je suis quelqu'un de très persévérant, heureusement, parce qu'à 5 ans, je serais arrêté, sinon je serais pas là aujourd'hui. Intègre aussi. Je suis aussi quelqu'un de consciencieux avec tout ce que ça génère derrière de soucis. Confiant aussi, et puis respectueux de nos institutions, respectueux des personnes, même si ça ne se voit pas toujours, mais en tout cas, j'ai cette peur, ce souci du respect. Ouais. Moi, je t'envie le premier et le quatrième. La persévérance et la confiance, parce qu'alors, c'est pas tous les jours facile. En tout cas, c'est vrai que moi, c'est un des trucs qui m'a mis face à moi le plus souvent possible. Le plus souvent, ces 5 dernières années, depuis que je suis indépendant, c'est ces deux adjectifs-là, quoi. Persévérant et confiant. Je crois que c'est soit tu développes, soit tu y arrives pas. Alors, je suis pas encore là où je devrais être, mais disons, ça va mieux. Mais c'est vrai que ça, enfin, pour moi, je trouve l'entrepreneuriat est un excellent développeur de ces deux compétences-là. Tout à fait. Alors attention, hein, quand je dis que je suis confiant et persévérant, je dis pas que tous les matins c'est facile. Mais disons que je travaille à me préparer, en fait, je m'aménage du temps pour justement développer, cultiver cette persévérance. Ouais. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Voilà, donc comme ça, chers auditeurs, vous connaissez Alain. Parce qu'en fait, moi, je suis passé à travers les mêmes questions, mais c'était l'épisode 4, quoi, où j'ai dit, j'ai inventé l'auto-interview, parce qu'en fait, je trouvais personne. Donc, je me suis auto-interviewé, et du coup, tu vois un peu le malheur, quoi. Ouais, d'accord. Alors, du coup, venons-en au sujet d'aujourd'hui, la solitude du pouvoir. Donc, toi, t'as écrit dans l'article un lien intéressant avec cette idée que, en fait, tout le monde fonctionne pas comme soi. Mhm. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vois la chose? Alors ouais, donc en fait j'ai repris en fait un article qui est paru dans une revue qui s'appelle Cerveau et Psycho, parce que je suis passionné de neurosciences. Et en fait, avant de parler de ça, je veux parler du consensus. La définition du consensus, c'est un accord des volontés sans qu'il y ait d'opposition qui soit formelle. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que ça a permis aux individus dans des temps très très anciens, très ancestraux, de pacifier leurs relations et de pas à chaque fois rentrer dans le conflit quand ils étaient pas d'accord. Donc c'est vraiment un signe d'évolution. D'ailleurs, on voit que le consensus n'est pas présent dans tous les systèmes politiques de notre continent et même du monde, hein. Ah oui, complètement. Donc ça, c'est déjà la chose, c'est qu'en fait, on va tous être d'accord, on va mettre une volonté à se dire, ok, on accepte la proposition, même si on n'est pas d'accord, mais on l'accepte. Et puis derrière, il y a une autre chose, c'est qu'en fait, on vit dans un monde de croyances, puisqu'en fait, sur 100% des choses qui nous entourent, 60% on va l'interpréter. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Mm-hmm. Alors comment est-ce qu'on trouve cette notion de consensus et de faux consensus? Ça va se trouver dans des groupes, en général les partis politiques, des groupes d'opinion, avec l'effet du coup, soit c'est juste, soit c'est faux. Donc on va se réunir avec des gens qui pensent que c'est juste, et puis on va travailler autour d'une thématique. Donc on va éviter en fait les gens qui sont dans la contestation.
On va trouver ça aussi quand on a des chefs qui sont directifs, hein. On va ne pas avoir de contestation parce que tout le monde pense comme cela et on va penser que comme on le pense à 5 ou à 6, eh bien on va penser que tout le monde, donc dans un cercle beaucoup plus large, va penser que on pense la même chose que donc ça, c'est plus du consensus, mais c'est un faux consensus de penser qu'en fait notre pensée commune, ce qui nous rassemble, est une pensée que tout le monde peut avoir. Mhm. Alors pourquoi pas de contestation? Ben en fait derrière ça il y a un certain nombre de choses. Tout d'abord il y a des croyances. Hein. Il y a des croyances que par exemple quand je suis dans un groupe puis qu'une personne s'exprime, ben, je pense que moi je suis le seul à ne pas penser comme tout le monde. Donc, ça c'est typiquement un révélateur du faux consensus. On pense que la personne est plus compétente, ou alors moi je connais pas bien mon sujet, lui il connaît bien, etc. Ah oui. Et puis il y a aussi la notion de c'est le chef. Donc si le chef, ouais c'est vrai, le chef, Ah, t'as raison. en fait le chef, la notion du chef est encore très présente, c'est en train de s'étioler quand même passablement dans la société, mais la notion du chef est quand même quelqu'un qui a une posture très haute et puis lui s'il est là c'est parce que il y a une sorte de pouvoir magique qui lui est donné, hein, un pouvoir universel. Il sait mieux que moi. Et puis moi avec lui, je veux pas d'histoire. Donc si je veux pas d'histoire avec mon chef, ben, je vais être d'accord avec lui. Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est juste, je t'interromps une seconde Ouais, parce que c'est rigolo. Tu sais que tu donnes aussi encore beaucoup de cours leadership et management, et donc à des cadres ou des jeunes cadres. Et je me bats encore et toujours contre cette idée que le chef, alors non seulement il est pas comme moi, hein, c'est comme dans les films, il mange pas, il dort pas, il boit pas, mais en plus de ça, il doit être meilleur que moi dans le domaine dans lequel on travaille. Et c'est très très difficile du coup parce que ça fait une espèce de réification du chef, qui est cette espèce de personnage complètement différent de moi, alors qu'en fait c'est plutôt le contraire. Hein, dans ces nouveaux modèles de management dont on parle maintenant, on a plutôt tendance à dire faut aplatir tout ça. Le chef, c'est juste quelqu'un qui a un autre rôle que le mien, mais il est ni plus ni moins important que moi. En fait. exactement, c'est ça. Et en fait, c'est la complémentarité. On devrait jouer sur la complémentarité, mais par un souci d'économie d'énergie, en fait, on va plutôt travailler avec des gens qui sont comme. C'est ça. Et puis le chef, on lui a donné quand même un rôle, hein, c'est-à-dire que c'est la direction tout en haut, des gens qui sont très 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 intelligents, qui ont beaucoup de pouvoir, qui sont des gens importants. Donc on lui a dit, on nous a dit, c'est lui le chef qui va décider, c'est sa responsabilité. Donc nous en tant que personne bienveillante, notre système judo-chrétien aussi fait pas mal de choses là-dessus pour positionner sur cette échelle hiérarchique. Eh bien en fait, on va le laisser décider. Et puis tout ça parce que derrière, il y a un besoin pour moi en tant que personne, c'est de me conformer au groupe, c'est d'être reconnu, c'est d'être aimé, et puis de passer en fait comme le gazon hein, sur un golf. Il y a pas d'herbe qui dépasse comme ça, voilà. Le gazon du golf, j'aime bien Gazon l'image. ouais. Donc voilà. C'est pas la prairie, quoi. Hein, c'est pas le. Non, mais alors ça c'est super intéressant aussi parce que finalement on a cultivé cette société ces dernières ces dernières décennies même moins que ça, c'est vraiment sur le gazon du golf. Et alors aujourd'hui on revient même sur un mode écologique à finalement la prairie c'est quand même plus intéressant parce qu'il y a plus de biodiversité, il y a plus de vie et puis finalement c'est ce qu'on a besoin en société et c'est pas d'avoir des gens qui sont tous de la même manière, qui sont pas tous normés, mais d'avoir cette notion de diversité, d'agilité, etc. Alors, qu'est-ce qui fait du coup, alors avec ce que tu as décrit, hein, avec lequel je suis vraiment d'accord, qu'est-ce qui, à ton avis, quel est le lien de causalité entre ça et puis alors le fait que la solitude du pouvoir, quoi. Ça veut dire le chef qui est seul, alors soit qui veut être seul, soit qui doit être seul. Comment tu fais le lien, toi? Euh, alors, disons, avant ça, peut-être, je vais peut-être juste revenir sur une chose, c'est qu'en fait derrière il y a une notion d'égocentrisme. C'est que en fait quand on est dans ces notions de biais cognitifs, de consensus, de faux consensus, c'est que il y a on pense que les autres pensent comme moi. Et il suffit que je prenne une posture à un moment donné, par exemple même formateur hein, ou coach. Par exemple, je donne un cours sur une thématique que je connais bien, je l'ai donné 3 fois. 3 fois, les gens m'ont dit que c'était oui, c'est bien. J'ai ce faux consensus qui qui me fait dire que finalement les autres pensent comme moi. Ils pensent comme moi sur mes opinions, sur mes croyances, sur mes valeurs, sur mes habitudes. D'ailleurs, tu connais ça aussi quand tu es en formation, puis que tu as un participant qui remet en question quelque chose que tu dis. Premier réflexe, on va bien sûr, en tout cas dans un premier temps, se braquer et dire non, c'est pas juste, alors qu'en fait, c'est un cadeau que cette personne nous donne, ça dépend comme elle le donne aussi. Et du coup, c'est d'ouvrir en fait notre vision sur quelque chose de plus large.
Ouais. Et puis, ça a des effets aussi, parce que quand on est dans ce monde de faux consensus, ça va en fait exagérer la confiance. Ça va renforcer la pensée que tout le monde pense comme moi. Et du coup, ça va me donner une chose qui est excessivement pernicieuse, c'est la notion de pouvoir. Et le pouvoir, c'est grisant, c'est parce que ça me donne de la reconnaissance aux yeux de personnes qui sont pas forcément compétents pour estimer si je suis compétent moi-même. C'est valorisant. Et ça va répondre vraiment à un besoin que je peux avoir, que nous avons tous, hein, par rapport à cette reconnaissance, mais aussi, par exemple, chez les politiciens, c'est très très flagrant, de pouvoir dominer, de pouvoir agir, donc avoir un pouvoir d'agir et de pouvoir être dans la lumière. Donc, en fait, c'est une sorte de spirale un peu malsaine, parce que quand je vais rentrer dans un système de faux consensus, si ça fonctionne bien, eh bien, en fait, je vais me mettre dans une posture qui n'existe pas du tout, me mettre sur un piédestal qui n'existe pas du tout. Et on voit tout à fait ça dans des sociétés, par exemple, le conseil d'administration, le comité de direction, en fait, tout d'un coup, pense la même chose et peut se couper complètement en fait de sa base parce qu'ils ont tous le même mode de pensée, le même système de valeurs. C'est intéressant. Donc, si on peut résumer le processus jusqu'à maintenant, donc la première étape, c'est bon, j'ai une compétence ou quelque chose que je fais ou on m'a donné une responsabilité. Je, avec tout un tas de mécanismes, comment dire, j'imagine que je suis dans la bonne direction. Hein, c'est le consensus ou le faux consensus. Exactement. Bon. Et puis donc ça renforce cette idée que je suis au bon endroit, donc j'ai plus confiance en moi, et donc du coup je commence à croire que j'ai quelque chose de particulier, c'est ça l'idée? Exactement, ouais, tout à Ouais. fait. Parce que les autres pensent comme moi. Et puis en fait, ça, c'est lié. Il y a une cause derrière qui est très connue dans le domaine neuroscientifique. C'est ce qu'on appelle un heuristique de disponibilité. C'est-à-dire Mhm. qu'on a deux systèmes de pensée. Ici, par exemple, je te pose la question 2 plus 2, tu réponds spontanément 4. Ouais. Ça, c'est ton système 1. C'est-à-dire que, enfin, c'est ton système. C'est Ah, notre c'est système Kahneman 1. ça, hein? C'est Kahneman, exactement, ouais, tout Mhm. à fait. C'est qu'on va D'accord. penser comme ça parce que c'est facile, etc. Et c'est ça, en fait, qui va, en fait, exagérer ce système, enfin, ce processus de consensus. C'est que plutôt que de faire l'effort de rechercher vraiment le pourquoi, le comment de la chose et tous les éléments qui vont avec, on veut utiliser ce système de pensée. Ça va me permettre, avec très peu d'efforts, d'avancer mes objectifs pour convaincre, et puis ça va me permettre de mettre en place des solutions qui sont collectives et qui vont plaire à toutes les personnes qui sont comme moi. Et puis, du coup, j'ai moins de risques d'échouer, bien sûr. Alors, Évidemment. Ouais. pas en tant que mission, parce que finalement, si j'y prends le politicien, lui, il va échouer dans sa mission, qui sera par exemple de mettre en place un projet pour son dicaster dans lequel il se trouve, c'est une communale ou fédérale. Par contre, et il va pas échouer en tant que personne. Donc il va échouer dans sa mission parce que le projet sera pas forcément abouti, parce que le consensus fait qu'on va pas aller chercher les bonnes questions. Mais alors en tant que personne, j'ai moins de risque d'échouer parce que là je peux faire ressortir quelque chose qui est beaucoup plus ancien de notre mode de fonctionnement, qui est la notion de force, de courage et d'honneur, et que Mhm. je vais pouvoir faire passer en force en disant oui c'est moi, c'est mon projet, c'est grâce à moi que ça a passé. Mais finalement, il va pas forcément plaire à tout ce projet. Là où c'est pernicieux, c'est que en fait, c'est marrant parce que les politiciens, c'est très fort comme tu l'as dit, mais je pense que ce qui est encore plus fort, c'est que c'est pas eux qui se sont mis là tout seuls. En fait, c'est nous qu'on leur a dit non mais je te veux toi. Donc c'est une espèce de prévalidation qui doit encore peut-être même augmenter la rapidité ou la force de cet effet en fait de renforcement. Oui oui c'est bien, je suis moi, voilà quoi. Oui, alors c'est tout à fait juste. Et par exemple, je travaille avec des politiciens. Alors c'est des personnes que j'apprécie beaucoup parce que déjà on vit dans un monde où il y a une foison comment dire, de diversité de personnes, de personnalités, etc. Donc je trouve intéressant. Et c'est vrai que j'en vois alors des personnes qui, au moment où en fait ils sont élus, c'est comme s'ils avaient été touchés par une grâce divine qui faisait que C'est ça. maintenant je sais tout. Je Ouais sais c'est tout. ça. Et en fait, quand on discute avec eux, on se rend compte non, ils savent pas tout. Ils ont juste cette croyance, ce croyance que parce que ils sont dans un exécutif, que les gens pensent comme eux, qu'ils ont une majorité par exemple, à la municipalité, et en fait, tout le monde pense comme eux et qu'ils ont la compétence de faire avancer plein de choses. Et en fait, ils sont très souvent confrontés, et d'où la solitude, ils sont souvent confrontés en fait à des échecs parce que en fait ils prennent des décisions qui ne conviennent qu'à eux et à leur majorité, mais qui conviennent largement pas, par exemple typiquement aux personnes avec lesquelles ils doivent travailler, donc typiquement les personnes compétentes du sujet, qui sont les responsables dans les administrations. Excellent. Ouais. C'est excellent, et de l'autre côté c'est quand même assez délétère parce Alors que ouais. c'est Ah c'est oui. une souffrance pour en fait
tout le monde pour eux, parce que finalement ils avancent sur des projets mais en tension, avec des incompréhensions, des conflits, et puis finalement ça gère la même situation pour les personnes qui travaillent Mmh. pour eux, qui eux sont engagés pour leurs compétences au niveau technique. Mmh. Et donc en fait, parce que la question d'après, c'était à ton avis, est-ce que c'est une réalité cette solitude des élites? Oui. Et donc, ce que tu me dis avec les personnes que tu coaches ou que tu suis, c'est que c'est vrai. Alors, à ton avis, ça dépend de quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas renverser le processus, parce que je pense que le style de validation, il est nécessaire et obligatoire. Hein. L'être humain fonctionne en groupe. Hein. On a tout un tas de mécanismes qui renforcent ces sentiments d'appartenance. Donc, mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme alarme ou comme vérification dans ces processus? Alors, on y arrive, je pense, parce que les choses sont en train de se passer très tranquille, très gentiment, peut-être moins sur le plan politique, mais en tout cas dans l'entreprise, on y arrive. En fait, pour y arriver, c'est de s'entourer de personnes qui ont des opinions contraires. Par exemple, moi, je rencontre des personnes politiques qui vraiment, quand ils approchent en période d'élection, ils vont rechercher en fait des gens de leur même parti pour pouvoir avancer. Moi, je leur dis, mais et si vous alliez chercher quelqu'un des partis opposés, mais avec qui vous sentez que vous avez des affinités, non pas sur les valeurs politiques, mais sur la façon de travailler, Exact. pour que justement vous puissiez co-construire les projets. Je reprends l'exemple de mon grand-père, hein, qui était popiste, et de la Murat, qui était radical à l'époque, et il me disait, en fait, on était au Grand Conseil, on travaillait en plein air dans les séances, mais après on se retirait dans les pas perdus, et là on se mettait autour d'une table, on disait bon, comment est-ce qu'on peut faire passer ce projet pour satisfaire Ouais, les c'est ça. besoins du canton, les besoins du peuple, mais avec nos idées qui sont des idées contraires. Donc on n'est plus dans l'effet du ou, mais on est dans l'effet du et. Et pour ça, il faut des personnes qui ont des opinions contraires, qui osent les exprimer, et puis qui s'expriment. Alors là, on a peut-être un effort à faire, que ce soit au niveau du management, de la aussi, c'est que dans la façon de s'exprimer, on doit avoir un mode de faire qui soit bienveillant. On doit pouvoir travailler sur des points qui sont des points objectifs, pas subjectifs, qui sont pas liés à l'émotionnel, mais vraiment liés à des éléments factuels qu'on peut identifier. Ou alors, si c'est émotionnel, on doit pouvoir faire la différence entre ce qui est factuel et émotionnel dans ce que ce que je vais dire. Ouais. Et puis s'engager non pas pour une mission, non s'engager non pas pour avoir du pouvoir, mais toujours pour rester dans la mission. Et en fait, la mission, et c'est ça que je pense qui est génial de notre système politique, mais qui manque encore de maturité, c'est-à-dire que par exemple, si je prends l'homme politique, c'est de dire ok, ben moi, en fait, dans ma fonction d'élu, je suis élu sur un plan politique, je dois avoir une stratégie, une vision politique, sociétale, mais je ne dois pas avoir de pouvoir pour la faire passer. Parce que finalement, c'est mon leadership, ce qu'on appelle en prise de leadership, qui va faire que les gens vont adhérer à mon idée. Mmh. En fait, il faudrait peut-être fournir un cours de base pour politiciens élus, où on leur apprend ce genre de choses. Alors ouais, c'est une chose que je propose, mais c'est bizarrement un truc qui marche pas du tout. Ouais, tu Pour ça, m'étonnes. là. Non, mais pour la simple et bonne raison que simplement, c'est clair que, comme je disais, pour beaucoup de ces personnes qui auraient besoin de ça, au moment où ils arrivent au pouvoir, en fait, ils ont l'impression que eux, ils ont tout, enfin, qu'ils savent tout. Ah non, c'est évident. Bah, il y a des dizaines de milliers de personnes, hein, le canton de Vaud est un énorme canton. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont voté pour moi. Donc, Exactement. qu'est-ce que tu veux que j'apprenne, quoi, hein, je suis bien comme ça, quoi. Ouais, alors il y a vraiment quelque chose de judo-chrétien là-dedans, hein, donc l'élu du peuple, Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. Et en fait, on est empreint de ça. On peut pas s'en débarrasser comme ça, à moins d'avoir fait un gros travail sur soi-même. Il y a des personnes qui arrivent, qui arrivent à garder la tête froide, qui restent intègres, non pas forcément par rapport aux problèmes de loi, de magouille qu'on pourrait faire, mais qui sont vraiment intègres dans leur tête en disant, ok, mon rôle, il est vraiment dans le remplissage de cette mission, et je n'ai pas de pouvoir. Et pour faire avancer mes projets, je vais le faire sans pouvoir. Ce Mmh. qu'on va faire dans l'entreprise, hein, dans l'entreprise, on peut plus facilement le structurer parce que c'est plus dynamique ou plus agile. Puis il y a des enjeux économiques qui sont beaucoup plus réactifs. Donc dans l'entreprise, certains dirigeants ont réussi à mettre ce genre de structure plate et qui vont justement mettre ça en place. C'est-à-dire que oui, tu es responsable de quelque chose, mais tu n'es pas le patron et tu n'as pas de pouvoir. Ça veut dire que c'est ton leadership qui va faire que les gens vont adhérer à tes idées et que les gens vont te suivre. Et ça marche très bien quand on a des gens qui ont les compétences de faire ça, parce que alors ils font avancer les projets, et ils font avancer les équipes qui de manière complètement Ouais. démesurée.
Ouais. Alors c'est intéressant parce que du coup pour l'entreprise, je pense on va arriver à la revalorisation du rôle du râleur, du Non, gars qui est non, non, enfin du râleur, pas dans le sens le râleur celui qui bien, veut pas faire, mais voilà. celui qui Le est jamais râleur, d'accord en fait. non, parce que justement pas. Alors en fait là on a un problème émotionnel, c'est que ça va générer des émotions négatives, et c'est souvent ce qu'on voit en politique. Hein. C'est que un exécutif, quand on a des opposés, si la personne n'a pas un mode de communication qui est adapté, en fait toutes ces idées vont être rejetées et ça va venir leur à l'heure. C'est la même chose dans l'entreprise. En fait c'est ce que je disais avant, c'est que pour des personnes qui ont une capacité à s'exprimer d'une certaine manière, pour pouvoir orienter solutions par exemple, pour pouvoir faire avancer la chose. Oui, ouais, je me suis mal exprimé. Le râleur, c'est pour moi, c'est l'archétype du gars à qui tu présentes un projet, et puis il va te trouver les 43 raisons pour lesquelles il va pas fonctionner. Il va l'exprimer de manière tout à fait neutre et avec ses compétences, hein, mais quelqu'un qui va dire mais attention ici et attention là. Et moi parce que j'ai vécu des situations comme ça quand j'étais en entreprise où ces gens-là on leur dit non mais t'es pas un team player quoi. Tu vas pas dans le bon sens, tu t'alignes pas avec tout le monde. Exactement. Et je pense en tant que manager en particulier, mais aussi à des niveaux d'hierarchie plus hauts, je pense que ces gens-là, alors il faut leur apprendre à s'exprimer correctement, comme tu l'as dit, pour que leurs idées puissent être reçues. Mais c'est des gens à qui on peut, il faut donner une voix. D'ailleurs, je pense que si on leur donne la parole et qu'on les écoute, magiquement leur charge émotionnelle va diminuer parce qu'ils seront écoutés. Tout à fait. Donc moi je trouve ça intéressant de dire à ces gens-là, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ah bon, t'es sûr explique-moi un petit peu. Pour moi, c'est cette idée de contrariété qui va me faire progresser dans la manière dont je vois mon projet ou ma fonction, quoi. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Alors là, je pense qu'on a dans notre société, on a de la chance en Suisse, hein, d'ailleurs, avec une démocratie directe qui est vraiment qui est à la base de ça, mais qui, je pense, n'est pas suffisamment développée en termes de compétences des personnes qui devraient fonctionner dans ce système-là. Mais je pense qu'avec ces structures libérées qu'on est en train de voir apparaître, on va voir un autre mindset chez les managers, donc on va retrouver certainement dans le politique. Après, il y a des techniques, la technologie d'organisation, par exemple l'holacratie prône ce genre de choses-là, même si je suis pas totalement partisan de cette technique parce que c'est très très fermé. Mais quelque Mhm. chose qui est peut-être plus ouvert, c'est la sociocratie. Dans la sociocratie, il y a vraiment ces décisions sociocratiques qui est l'après-démocratie. Là, on a des modes de fonctionnement qui permettent de prendre des décisions qui sont plus basées sur le consensus cette fois, mais alors sur le consentement. Et chacun peut faire des objections, mais qu'on va appeler des objections raisonnables, qui sont des objections qui typiquement empêcheraient une autre personne du groupe de pouvoir réaliser sa mission. C'est très intéressant la différence de consensus et consentement, hein. Ah, c'est très intéressant, ouais, c'est très intéressant. Ouais, Non, dans le sens où c'est vrai qu'en Suisse, c'est le Konsens, hein, le consensus, c'est une espèce de valeur comme si c'était la meilleure manière finalement d'arriver à faire les choses. Alors je pense, c'est une manière qui est intéressante parce qu'elle est plus intéressante que le compromis, par exemple. Mais le consentement, c'est quand même autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que dans le consentement, toi, tu l'entends comme faut que tout le monde soit d'accord, ou bien est-ce qu'il y a des gens qui disent non, mais finalement, moi, je peux vivre avec. Je suis pas forcément d'accord, mais je peux vivre avec. oui, alors typiquement dans la sociocratie, le consentement, il est exprimé de la manière suivante, c'est-à-dire que je peux avoir une objection, je peux faire une objection sur une proposition qui est faite par une personne groupe, mais cette objection ne sera retenue par le groupe que si elle est raisonnable. Et pour qu'elle soit raisonnable, c'est qu'une autre personne dans le groupe sera empêchée, aura l'empêchement de remplir sa mission. Donc si je dis non, Ah ouais. je veux pas faire ça, enfin je n'accepte pas cette décision parce que j'aime pas celui-ci, j'aime pas celui-là, ou parce que moi mes idées sont plutôt, enfin mon parti a décidé que ceci ou etc. Non, là, elle ne sera même pas retenue. C'est-à-dire qu'elle ne sera même pas prise en considération. Je Elle dois est dire, ok, irrecevable en fait, hein. Elle est pas. Ouais. exactement, elle est irrecevable. Donc on va pas pouvoir la prendre en considération. Donc ça demande un niveau de compréhension, de contrôle et puis surtout d'expression dans ce qu'on va faire comme objection et dans la façon dont on va faire les propositions, qui est à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est très exigeant, hein. C'est très exigeant, ouais, tout à fait. Mais par contre, alors c'est très puissant parce que les décisions qui sont prises dans ces cercles sociocratiques, eh bien alors par contre, c'est en général, ça fait justement pas consensus. Si ça fait consensus, en tout cas, ça répond à un consensus beaucoup plus large que simplement le groupe de personnes qui est présente ici. Donc le critère, c'est si ça met en danger ou si ça menace ma fonction, alors j'ai le droit de mettre une objection.
Tout à fait. Alors, de toute façon, je peux les mettre, mais par contre, elle peut ne pas être Oui, alors recevable. Ouais. c'est ça. Ouais. Et pour ça, il faut que derrière toute la notion de mission de l'entité, hein, que ce soit une municipalité, que ce soit un comité de direction, que ce soit l'entreprise, que toute la notion de mission et de rôle soit clarifiée et soit claire pour chacun. Et à partir du moment où quelque chose, une décision est prise et va avoir un impact négatif sur la mission, là, on doit rediscuter. Soit on change la mission, soit on n'accepte pas la proposition. Ouais, c'est ça. Donc si maintenant on a dans nos auditeurs, on a des gens qui sont, je sais pas, chefs de département, managers, conseillers d'État, non, je pense pas, mais on sait jamais. Et puis des gens qui disent, ok, ils ont compris ton message, hein, ce qu'on a dit aujourd'hui, et disent maintenant moi j'ai pas envie de me laisser enfermer dans ce processus de réification, je suis seul au pouvoir parce que voilà, je suis égocentré. Comment est-ce que je peux faire pour sortir de cette chaîne négative d'événements? Alors c'est peut-être une chose qui est difficile parce que justement ça demande pour soi donc une bonne connaissance de soi, de comprendre déjà tous les biais cognitifs qu'on a, et dans les prises de décision il y en a énormément qui posent en fait les décisions. Donc aussi un travail sur son ego en sachant que voilà je ne peux plus fonctionner que par mon ego. Et après, une fois que moi j'ai cette posture, que j'ai la capacité en fait de faire face à ces incohérences dans les comportements, dans les situations que j'ai trouvées, c'est d'accompagner aussi les collègues avec qui je vais travailler, parce que travailler tout seul, c'est très bien, mais il faut aussi que tout le collège typiquement groupe qui va en fait travailler ait aussi soit outillé avec cette compréhension en fait de ce qui se passe, parce que sinon on peut y voir des frustrations et des blocages parce que je peux plus m'exprimer comme je veux, j'ai plus le droit de dire ce que je veux. Non, en effet, on peut pas dire ce qu'on veut, on doit le dire d'une certaine manière. Mais ce qui est en fait ce qui est normal dans la vie de tous les jours quand on rencontre quelqu'un dans la rue, mais ce qui finalement dans certains groupes n'est pas forcément le cas, fonctionne pas forcément, d'autant plus quand on a des groupes où il y a beaucoup d'ego qui est présent. D'accord. Donc ça c'est le premier conseil. T'en as un autre peut-être pour ces gens-là? Non, je crois que vraiment c'est déjà de commencer par soi-même, parce qu'en fait on est vraiment soi-même en fait on va se positionner donc en leader et plus en manager, on est En chef. on va plus se positionner en chef, ouais, avec du pouvoir, on va se positionner avec une personne qui conduit et accompagne une mission. Donc en fait, la solitude des élites, entre guillemets, j'ai mis élite entre guillemets parce que c'est aussi quelque chose sur lequel il faudrait qu'on s'entende, hein, mais donc la solitude de ces gens-là est une réalité et on peut la combattre en se connaissant soi-même en fait. Hein, on revient à Oui, des tout à fait, principes ouais. qui sont vieux comme le monde. Mais je commence par me connaître moi-même pour savoir en fait à quoi est-ce que je vais être le plus susceptible ou le plus sensible. De tomber, ouais, exactement, tout à fait, ouais. Ouais. Et là, les neurosciences aujourd'hui nous donnent beaucoup de cas, enfin beaucoup de pistes en fait pour pouvoir travailler ça. Mmh. Excellent. Merci beaucoup. Moi, en fait, tu l'as dit plusieurs fois avant, tu as dit que tu as été par le passé musicien professionnel. Moi, je te voyais bien à la clarinette. C'est ton instrument? Non, ça fait beaucoup plus de bruit que ça. Pas du bruit, là. J'étais trompettiste. Ah, la trompette. Magnifique. Ouais. 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 Bon, c'était un vent, mais j'étais pas dans la bonne dimension, disons. C'était Ouais. un instrument avant quand même, ouais, tout à fait. Ouais. Super. Mais écoute, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux partager avec les auditeurs avant qu'on clôture? Non, peut-être. Non, juste redire ça, en fait, c'est que ce lien qui est entre la solitude et le faux consensus, pour résumer, c'est vraiment le fossé qui est entre l'illusion que le pouvoir me donne, qui est lié à ce mode de consensus, et la réalité dans laquelle les contradicteurs sont exclus, alors qu'en fait, les contradicteurs, c'est pas du ou, mais on est dans le est, c'est est juste, est faux. Et comment est-ce qu'on construit quelque chose, on co-construit quelque chose avec du est. Parfait. Bah écoute, le mot de la fin. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi. Et pour mes auditeurs, à la prochaine fois. Et bonne semaine, bon week-end à tout le monde. Ciao.